D'un côté, le ministère de l'Éducation nationale avec le primaire et le secondaire, de l'autre, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour l'enseignement agricole, et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour les études supérieures, avec un fonctionnement plus nébuleux que le reste. Qui sont ces professeurs du supérieur dont on parle moins dans le système éducatif français? Bienvenue sur Capsule Éducation. Faire connaissance avec les enseignants-chercheurs. Les enseignants-chercheurs se composent de deux corps et sont entièrement mobilisés sur l'enseignement supérieur. D'un côté, les maîtres de conférences qu'on appelle aussi MCF, et de l'autre, les professeurs des universités, abrégés en PU ou PR. Point juridique sur le statut avec le décret du 30 octobre 2019 qui remplace au passage celui du 6 juin 1984. Article 2. Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique. Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du Code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité. Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande. Article 5. Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service. Et le temps du travail est défini dans l'article 7. Pour moitié par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques, ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents, pour moitié par une activité de recherche. Lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu'il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret. Qu'en est-il des effectifs? C'est le rapport L'entrée dans la carrière des enseignants-chercheurs, daté de février 2022, qui en parle le mieux. Niveau recrutement de nouveaux enseignants-chercheurs titulaires, 2091 postes étaient ouverts en 2005, pour 2101 postes en 2010. Sur l'année 2015, le chiffre montait à 1299 postes, pour finalement redescendre à 1155 postes en 2020. Et en nombre total, c'est-à-dire les nouveaux postes et les enseignants-chercheurs déjà installés, il n'y a pas tant de différence que ça. 56 240 en 2010 pour 55 369 en 2020. Ceci dit, la vision n'est pas complète. L'enseignant-chercheur n'est pas le seul professeur devant les étudiants, et il se partage entre deux corps qui plus est. Il serait assez intéressant de voir qui est majoritaire là-dedans. Probablement le MCF, pour des raisons de coût et d'expertise qu'on va vite développer. Ce n'est pas tout. Il y a aussi des enseignants-chercheurs associés et invités, PAST ou PAST ou en abrégé. Qui est l'associé? En fonction de s'il est à temps plein ou à mi-temps, les conditions de recrutement diffèrent un peu. Sur un temps plein et selon s'il est recruté en tant que MCF ou PU, il doit avoir au moins 7 à 9 années d'activité professionnelle principale au compteur, autre que l'enseignement et en rapport direct avec la spécialité enseignée, ou bien justifié d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent. Et oui, il peut aussi combiner l'enseignement avec son autre activité professionnelle. Quant à l'enseignant invité, lui aussi à mi-temps ou à temps plein, il doit avoir assuré de l'enseignement et de la recherche dans un établissement d'enseignement ou de recherche supérieure étranger, soit en tant qu'expatrié français, soit en tant que personnalité étrangère. Chiffre encore! Et cette fois, on trouve tout ça dans le rapport Premier résultat sur l'enquête des enseignants contractuels 2020-2021. 2353 enseignants associés recensés en 2021 et 480 enseignants invités sur la même période. Et en 2017, les associés se comptaient à 2498, tandis que les invités culminaient à 1652.
La raison d'une telle dégringolade proviendrait en partie de la crise sanitaire, des professeurs et des conditions. Qu'est-ce qui différencie un maître de conférence d'un professeur des universités? Outre la recherche qui leur prend du temps à tous les deux, le professeur des universités est aussi tenu d'assurer 128 heures annuelles de CM ou 192 heures de TD ou de TP. Et le maître de conférence a le même volume horaire, sauf pour les TP qui s'élèvent à 288 heures et pas 192 heures. Ce qui les distinguerait vraiment, c'est l'expertise acquise par les années d'expérience. Être professeur des universités exige l'obtention d'une habilitation à diriger des recherches, l'HDR. Il s'agit en fait du titre universitaire le plus élevé de France. Et pour l'obtenir, il faut quasiment toujours être passé par la case maître de conférence, sachant qu'un MCF débute sa carrière d'enseignant après son doctorat. Mais encore, le maître de conférence est à la fois enseignant et chercheur, appartenant à un centre de recherche et amené à se déplacer en France comme dans d'autres horizons. La case directeur de recherche ne lui est en revanche pas accessible, car il lui faut l'HDR pour ça. Et ce diplôme au sommet de l'enseignement supérieur ne s'obtient qu'après avoir eu au moins 5 années d'expérience. Le professeur des universités se trouve alors être la suite logique, n'ayons pas trop peur des mots. Le MCF, qui a son habilitation à diriger les recherches, peut parfaitement candidater à un poste de PU, en sachant que ça peut très bien lui être refusé, tant les places sont difficiles à obtenir. Et on comprend pourquoi. Rémunération élevée, spécialisation dans une discipline et fonction supérieure avec responsabilité combinée avec l'expertise. Être directeur de recherche, voire gravir l'échelon du président d'université. Enseigner en école d'ingénieur ou dans les écoles normales. Et même au niveau des missions, le statut en impose. Une totale autonomie dans l'enseignement ou dans l'organisation du cours. Possibilité d'élaborer les maquettes et les programmes des départements de son université. Et participation aux thèses et aux jurys, notamment. Pour autant, le professeur des universités n'a pas d'autorité hiérarchique sur le maître de conférence. Même si les responsabilités sont plus importantes chez le PU, le maître de conférence garde autant le caractère enseignement et recherche et toutes les heures à y consacrer, la présence auprès des étudiants. Et comme on se parle d'enseignants du supérieur et préparés au supérieur, on se demande s'ils peuvent bifurquer dans le secondaire ou s'ils doivent passer par un concours de l'EN. Mais de rien, ça intrigue. Par un détachement, ça reste possible, mais le reste? Puisque je n'ai pas la réponse, passons à une autre question, celle des conditions de travail. Mêler enseignement et recherche, c'est un sacré travail qu'on ne peut pas comparer au secondaire ou au primaire. Chaque heure de travail, qu'il s'agisse d'un CM, d'un TP ou d'un TD, demande des heures de préparation du sujet, d'approfondissement, donc forcément de spécialisation et de recherche derrière. Chaque copie nécessite de l'énergie. On ne se parle pas tout à fait du bac et de ces 2 copies doubles recto-verso à peu près. Les étudiants doivent fournir plus. Ou pas, car si la somme de travail n'est pas comparable aux collègues de l'éducation nationale, le public en revanche se retrouve pas mal. Être MCF ou PU ne signifie pas se retrouver dans un amphi face à une centaine d'étudiants attentifs, la bave aux lèvres alors qu'ils écoutent le savoir, le prennent en note religieusement. Bon, ça arrive. Encore que pour la bave, j'y vais peut-être un petit peu loin. Il y a évidemment de nombreux étudiants sérieux et exigeants, de futurs professionnels qui prévoient de décrocher leur master ou même de tenter le doctorat. Et il y a les promotions de L1, à peine sorties du bac. Celles de licence tout court qui apprennent encore les nouvelles méthodes de l'université, de l'autonomie et de la rigueur. Ou pas encore, car ces dernières décennies vivent un changement perturbant dans les étudiants qui arrivent. Ceux qui n'ont pas connu la même exigence que leurs aînés concernant le travail personnel. Ceux qui se sont traînés toutes les réformes successives, pour aboutir notamment à un baccalauréat instable qui ne garantit plus le niveau pour entrer dans le supérieur. Avec tout ça, les conditions de travail s'en ressentent sur les copies à corriger, sur les méthodes non acquises et sur les bases à revoir sur les TD, car ces groupes de travail sont moins chargés que les CM, donc les travaux dirigés deviennent parfois des travaux d'acquisition des bases. Bref, être enseignant-chercheur ne consiste pas juste à assurer de la recherche d'un côté et le cours ou les travaux pratiques et dirigés de l'autre. Il faut aussi suivre les étudiants, être leur directeur de mémoire, les orienter, les rattraper dans certaines occasions, participer aux examens, aux corrections nombreuses, aux actions de tutorat.
Moins de projets que dans le premier degré ou le second degré, mais pas juste du cours non plus. Voilà en quoi ces deux corps d'enseignants ne sont pas vraiment à milieu de l'EN. Faire connaissance avec les attachés temporaires d'enseignement et de recherche. ATER en abrégé et exclusif aux universités. Le point juridique est trouvable sur le décret du 7 mai 1988. L'article 2 explique qui peut postuler comme ATER. Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Toute personne titulaire d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. Et les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat, si le directeur de thèse atteste que la thèse peut être soutenue dans un délai d'1 an. On se note que selon le profil, le contrat déterminé va d'1 an à 4 ans maximum. Article 10. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle de connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire, ni à une réduction des obligations de service. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée. On a bien l'impression d'y retrouver le maître de conférence. Ceci dit, les effectifs ne sont pas vraiment comparables. L'enquête des enseignants contractuels donne un chiffre précis. 4798 ATER en poste en 2021. Et d'ailleurs, c'est à peu près le même effectif depuis 2017. Comparé au nombre total de contractuels, 19 062 en poste si l'on comprend bien, les ATER ne sont pas vraiment nombreux dans le lot. Les conditions de travail, quelles sont-elles? L'ATER est bien un enseignant-chercheur, même s'il n'a qu'un contrat temporaire et déterminé. Assurer l'heure de cours, prendre part au contrôle de connaissances, aux examens et aux corrections, tout ceci, il le fait aussi, exactement comme les maîtres de conférences et les professeurs des universités. La seule différence, c'est qu'il ne reste pas sur poste indéfiniment, car ce contrat doit bien lui permettre de préparer sa thèse ou son concours de l'enseignement supérieur, on l'a bien compris. La préparation et la recherche dans le sujet de cours est semblable au reste, le profil des étudiants aussi. Rien qui ne change drastiquement, si ce n'est que le contrat est précaire, puisque temporaire, et pas forcément très bien payé. D'ailleurs, l'ATER n'a pas le droit aux heures complémentaires qui correspondent aux heures supplémentaires du secondaire. Ah, la considération des contractuels. Oh, la transition est parfaite. Faire connaissance avec les vacataires. D'un côté, les chargés d'enseignement vacataires, de l'autre, les agents temporaires vacataires. Et c'est le décret du 29 octobre 1987 qui en dira plus sur notre petit point juridique. Article 2. Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques, culturels ou professionnels, qui exercent en dehors de leur activité de chargé d'enseignement une activité professionnelle principale consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins 900 heures de travail par an, soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la contribution économique, territoriale ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins 3 ans. Ils peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires détachés, mis à disposition ou délégués auprès d'une entreprise ou d'un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. Article 5. Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Ils ne peuvent assurer plus de 64 heures de cours, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques annuellement, ou toute combinaison équivalente. Les agents temporaires vacataires, eux, peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. À l'exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire, ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement.
Et alors, ces vacataires sont-ils si différents que ça des ATER? L'ATER prend en charge l'enseignement et la recherche, quand le vacataire n'effectue que des heures d'enseignement. Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours magistraux à hauteur de 64 heures maximum. En revanche, le statut d'agent temporaire vacataire n'autorise que les heures de TD ou de TP. Mêmes horaires que les chargés d'enseignement avec le cours magistral en moins. Comme il s'agit de postes temporaires avec peu d'heures, il est plutôt rare d'en voir des offres officielles sur leur disponibilité, contrairement aux autres postes. Et cette histoire d'effectifs va interroger. L'écart est plutôt étonnant et pas forcément très joyeux, car il y aurait dans les 128 000 vacataires en France, pour, attention, 91 000 titulaires, et ça c'est pour l'année 2018-2019. Crise budgétaire qui empire, utilisation courante de contrats temporaires et bien moins payés pour pallier le manque de titulaires, un peu comme dans le premier et le second degré, sauf que là, on en parle moins. L'enseignement supérieur n'est pas aussi regardé que l'éducation nationale. Ce qu'on en retient de ces deux statuts, c'est qu'ils ne sont pas enseignants-chercheurs, juste enseignants, et qu'ils n'ont pas autant d'heures que les autres corps de professeurs du supérieur, en plus d'être très mal payés et pas concernés par les heures complémentaires. Cependant, ils ont les mêmes profils d'étudiants que les autres, avec une majorité de promotions en licence. Faire connaissance avec les PRAG et les PRCE. Quittons le professeur de l'enseignement supérieur pour découvrir l'enseignant du second degré affecté dans le supérieur. Point juridique avec le décret du 25 mars 1993. Article 2. Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte pour le calcul du service d'enseignement à raison d'1 heure et demie pour une heure d'enseignement effective. Article 3. Le service hebdomadaire d'enseignants assuré par les personnels ne doit toutefois pas être supérieur à 15 heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à 18 heures pour les autres enseignants. Y aurait-il quelques chiffres à donner? Une note de la DGRH datant d'octobre 2021 montre par de jolis schémas qu'il y a actuellement près de 7000 PRAG en poste et dans les environs de 5700 PRCE, sans confirmation du chiffre officiel. Sachant que les deux statuts ne sont pas uniquement affectés dans les universités, ce chiffre-là n'est probablement pas complet. Ce qu'on peut compléter par contre, c'est les conditions de travail de l'enseignant du secondaire affecté dans le supérieur. On se le présentait déjà très rapidement dans l'épisode 2 qui portait sur l'agrégation du secondaire. PRAG pour professeur agrégé et PRCE pour professeur certifié. Des statuts spécifiques aux enseignants du secondaire affectés dans le supérieur. Affectés et pas détachés. Les mots ont leur importance dans la mesure où il s'agit bien d'un poste définitif et pas d'un contrat temporaire. Revenir dans le secondaire, est-ce possible? Oui, dans l'académie d'origine, c'est-à-dire celle où il était en poste avant son départ pour le supérieur, et c'est via le mouvement intra. Très important à noter, c'est que PRAG et PRCE peuvent aussi candidater dans les IUT ou les BTS, les classes CPGE et les écoles d'ingénieurs. Ils ne sont vraiment pas cantonnés au poste en université. Et si tu te demandes, ils ont aussi la possibilité d'être en service partagé entre le secondaire et le supérieur, sur une base de 192 heures de temps de travail dans le supérieur. Et les différences face aux enseignants-chercheurs? Eux ne sont là que pour le service d'enseignement, jamais pour la recherche, d'où des ORS plus conséquentes. Pour rappel, c'est 384 heures de TD ou de TP, avec possibilité d'effectuer des heures magistrales bien moins rémunérées que pour les enseignants-chercheurs. Mêmes étudiants que les enseignants-chercheurs, les ATER et les vacataires, avec plus d'heures à effectuer, et la contrepartie d'un emploi du temps qui peut être négocié selon le poste, et annualisé quoi qu'il en soit, puisque le supérieur fonctionne sur des semestres. Liberté pédagogique des supports, des méthodes et des contenus une fois que la maquette est intégrée, ainsi que ce qu'on peut appeler à la fois un avantage et un inconvénient, à savoir la non-présence d'un inspecteur dans le supérieur. Avantage parce que l'inspecteur n'expliquera pas combien la méthode est mauvaise ou à revoir et ne risquera pas de déstabiliser la carrière de l'enseignant. Inconvénient parce que PRAG et PRCE restent des enseignants du secondaire et qu'obligatoirement, l'ancienneté avance plus lentement que dans le supérieur.
principalement à cause de la non-présence des 10 inspecteurs. Parlons aussi salaire tant qu'on y est. Une prime d'enseignement supérieur et des heures complémentaires accordées, contrairement aux ATER et aux vacataires qui n'en ont pas. De l'autre côté, pas d'ISOE, pas de prime PP, pas d'HSA ou d'HSE, moins de congés selon que l'on travaille en université ou ailleurs. Les heures de décharge existent, mais pas accordées à tous. Un emploi du temps plus libre? Ouais. Un emploi du temps plus lourd aussi, même avec 15 heures ou 18 heures par semaine. Il y a bien une différence entre l'étudiant et l'élève sur le travail de préparation des cours et des examens. Oui, c'est une opportunité et un bol d'air quand le public change, quand l'environnement de travail change. Ceci dit, l'enseignement supérieur n'a pas à être jaloux face à l'éducation nationale. Manque de MCF et crise budgétaire amorcée depuis la loi Liberté et responsabilité des universités qui date du 10 août 2007, loi de programmation de la recherche qui date du 24 décembre 2020, on en vient forcément à utiliser les pragues en particulier comme des enseignants-chercheurs, alors que leur but n'est pas d'être dans la recherche. Tension, parlons-en aussi. Un peu partout et nulle part à la fois. En fait, tout va dépendre de l'ambiance, de l'établissement. Rien qui ne soit si différent que ça du secondaire ou du primaire. Prague et PRCE sont peut-être plus jugés par les maîtres de conférences, parce qu'ils viennent du secondaire ou qu'ils aimeraient devenir MCF et ne le peuvent pas. Et l'université garde quand même sa tradition de hiérarchie entre professeurs. Le PU en haut, le MCF juste après lui, et les autres bien après. S'il fallait le redire, il ne s'agit pas d'une généralité, mais de témoignages vécus ici et là. D'ailleurs, les Pragues et les PRCE sont eux-mêmes parfois les instigateurs de ces tensions. Par jalousie pour ce poste qu'ils convoitent, par besoin de s'affirmer dans ce monde qui n'est pas tout à fait le leur, ou pour d'autres raisons nombreuses et variées. Faire connaissance avec les BTS, les IUT, les CPGE et les autres. Avec un élément tout simple. Les Pragues et les PRCE peuvent aussi postuler dans ces différentes structures, sur ces différentes formations. L'agrégé des classes préparatoires n'est pas toujours appelé Prague, et Prague et PRCE sont bien présents quotidiennement en IUT. Les BTS sont quant à eux soit sur poste à profil, soit des postes inscrits au mouvement spécifique, avec en plus un statut un peu différent, tout comme celui des CPGE. Tous deux sont hébergés dans des lycées sous statut scolaire, avec des étudiants admis sous statut étudiant dans un établissement secondaire. Question juridique, on est un peu embêté parce qu'il n'y a pas grand-chose. Côté BTS, on trouverait bien l'article 7 du décret du 20 août 2014 qui dit ceci. Chaque heure d'enseignement réalisée dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée est affectée d'un coefficient de pondération de 1,25. Côté IUT, c'est le décret des Pragues et des PRCE qui s'applique. Côté CPGE, plusieurs décrets et circulaires parlent des ORS en CPGE, mais le SNES-FSU en a dressé un portrait plus clair à saisir. Le minimum d'heures en CPGE est à 9 heures et le maximum à 11 heures. On est bien tenté de se dire que c'est peu de travail, et c'est mal connaître le métier. Peu importe le nombre d'heures, le métier d'enseignant ne consiste pas juste à délivrer un discours face à une trentaine de paires d'yeux plus ou moins attentifs et réceptifs. C'est tout un travail de préparation derrière, y compris dans le secondaire, y compris dans le primaire. La différence ici, avec les CPGE en particulier, c'est que les classes préparent à des concours, donc demandent une charge de travail élevée, des heures de colle à assurer. Pas dans le sens retenu évidemment, dans le sens oraux face à des étudiants qu'il faut préparer à leur future spécialisation. Ce sont des heures qu'on ne compte pas forcément toutes les semaines, tant la semaine en question ne sera jamais la même. Et qu'on se le rappelle gentiment, être agrégé n'implique pas obligatoirement d'être pris sur un poste en prépa, même si le décret de 1972 tend plutôt à l'inverse. Avoir validé sa thèse n'est pas gage de validation de la candidature non plus. Tout dépendra de l'inspection générale qui décide pour ces postes particuliers. Et c'est le même lot pour les BTS et les IUT. D'ailleurs, les PLP qui enseignent au lycée professionnel sont désormais qualifiés pour enseigner aussi en BTS ou dans une licence professionnelle. D'où une incertitude sur qui peut vraiment postuler au final. Ce sont des opportunités pour celui qui veut découvrir un autre fonctionnement, qui veut avancer dans sa carrière. N'en reste pas moins que les places sont difficiles à obtenir, et le système de l'enseignement supérieur ne facilite pas trop les choses. Et alors, comment que c'est en BTS?
Outre les heures de cours, de préparation, de correction et les rencontres avec les équipes pédagogiques, la formation professionnelle se caractérise par des stages et des CCF, des visites d'entreprise et des liens à garder avec ces entreprises. Donc ce n'est pas juste avoir les deux pieds au lycée. Tout ceci prend du temps et demande souvent d'avoir travaillé en entreprise avant pour faire reconnaître ces expériences. Dans tous les cas, se tenir à jour et actualiser le cours est indispensable. Et ça, c'est pas nouveau. Tous les enseignants le font, peu importe le niveau ou le degré. Et tout comme les bacs pro et les CAP, certains BTS commencent désormais à combiner une formation initiale et une autre en alternance. Ce qui donne un mélange pas très savoureux d'étudiants présents tout le temps, sauf pour leur stage, et d'étudiants en alternance. De quoi se poser des questions sur une possible annualisation des services, comme pour les CFA. Sans compter l'évidente question de la gestion de classe, déjà difficile en BTS puisque le public n'y est pas le même qu'en université. Au moins, petite consolation, personnel de direction, vie scolaire et administration reste suffisamment accessible, ce qui n'est pas toujours le cas en université. Et l'IUT, qu'en est-il pour l'enseignant d'IUT? Une formation technologique dispensée dans une université, et pourtant différente à la fois du fonctionnement de l'université et de celle d'une section de techniciens supérieurs. L'ancien DUT en 2 ans s'appelle désormais BUT et s'effectue en 3 ans. Merci la réforme de 2021. Pas de chef d'établissement en université, mais un président d'université pas toujours sur place. Pas d'équipe de vie scolaire, pas d'adjoint sur place, pas d'attendance sur place, et des services de secrétariat de scolarité débordés selon les périodes. Bref, l'enseignant d'IUT s'occupe de ses cours avec tout ce qui va avec, et de tout ce qu'il ne ferait pas s'il avait été enseignant au lycée ou au collège. Et là, on peut se dire que le primaire et le supérieur sont bien moins lotis de ce côté, puisqu'ils n'ont pas autant de personnel administratif ou éducatif, voire pas du tout. Communication, relations avec les entreprises, encadrement et visite de stage, direction d'études, encadrement de projets tutorés, des missions qui ne s'arrêtent pas qu'à l'enseignement, sans pour autant déborder sur la recherche. Et pour rappel, la majorité d'enseignants d'IUT sont bien des pragues, avec leurs 384 heures de cours associés. Les écoles d'ingénieurs seraient-elles différentes? Différentes dans le fonctionnement, oui, mais accueillant aussi des enseignants-chercheurs et des doctorants, puis des pragues et des ingénieurs. Là aussi, il y a une liberté dans la façon d'enseigner, tant que la maquette est respectée. Pas de hiérarchie type secondaire ou même primaire, et comme on commence à le comprendre, un recrutement qui se fait sur de la concurrence accrue, surtout si les postes ne sont pas officialisés sur l'application Galaxy, qui correspond grosso podcasto à notre semi-prof de l'éducation nationale. Les étudiants gardent eux les mêmes profils. C'est d'ailleurs la même chose sur les écoles privées hors contrat. À ceci près que dans ces écoles-ci, ce sont des professeurs par concours du public et des intervenants professionnels qui viennent assurer les cours avec des diplômes pas toujours très reconnus par l'État. On touche progressivement à la fin, et s'il y a bien quelque chose qu'on aura pu comprendre, c'est que les profils des enseignants en poste dans l'enseignement supérieur sont plus que variés, qu'il n'y a pas que de l'enseignement. Le MESRI porte bien son nom, hein. Enseignement, recherche, innovation. Et on aurait pu même lui rajouter le inerte ou absent selon les périodes de l'année. Mais enfin, on s'en reparlera sur un autre épisode, un de ces quatre. Ne nous mentons pas, l'enseignement supérieur n'est pas l'Eldorado non plus. Il n'y a vraiment rien à envier à l'éducation nationale. Même pénurie budgétaire, mêmes économies de postes sur certains établissements, et concurrence pour les candidats. Tout ceci nous donne des profils variés qui apportent tous quelque chose à l'édifice. Et aussi des enseignants sous-payés, des précaires, par manque de postes ou d'heures et par manque de budget. Quelque chose qui fait partie intégrante du système éducatif français, il semblerait. L'hôtesse en parle encore et encore, d'un degré d'enseignement sacrément pas choyé. Aucun degré d'enseignement n'est plus choyé que les autres. Pourtant, la misère frappe très fort sur le supérieur. On aura l'occasion d'y revenir. Cet épisode-ci avait pour but de présenter un monde assez facilement oublié, parce que bien différent de l'éducation nationale. On y a découvert les enseignants, encore que je n'ai pas pu être complète dans les informations, et qu'il y avait encore tant à dire, et on pourra le faire dans d'autres volets consacrés au supérieur. Sinon, côté anecdote, j'ai quelque chose à te donner. J'ai fait une année en licence, plutôt une demi-moitié d'année en fait.
Parce que l'autre, je l'ai passé sur un dispositif de réorientation au sein même de l'université. Et pendant cette seconde moitié d'année, j'ai eu l'occasion d'entendre un vacataire parler de la situation du statut. J'ignore s'il était chargé d'enseignement ou agent temporaire, je sais juste qu'il était très en colère. Cours d'informatique avec un groupe d'une dizaine de paumés, dont moi, et voilà qu'une partie du groupe se transforme en chahuteur de collégiens. Ce à quoi ce vacataire a répondu avec lassitude. Celle d'être en face de jeunes incapables de se comporter comme des personnes responsables. Et celle d'être en plus payé comme un misérable. Et c'est vrai, il a exposé là un réel problème, celui des salaires dans l'enseignement supérieur. Contrairement à ce qu'on pourrait vraiment penser, le supérieur n'est pas forcément plus prestigieux et riche en termes de salaire, pour le contractuel comme pour le reste. Peu importe le ministère, on ne peut plus fermer les yeux et croire que c'est une situation rarissime. Tous les professionnels de terrain sont pris en étau par la politique budgétaire d'économie, et c'est encore pire pour les contractuels de tous les degrés. Est-ce là une situation normale? Est-ce là une situation qu'on peut continuer à endurer? Est-ce qu'il y aura encore des candidats dans l'enseignement supérieur, dans le secondaire, dans le primaire? Est-ce que le système éducatif va réussir à tenir en fait? Interroger et comprendre l'éducation nationale, pas simple du tout. Vendredi prochain, même horaire et même endroit. Imagine une seconde maison à l'école, avec ses initiatives qui rendent fiers, ses règles, ses situations moins joyeuses et ses apprentissages multiples. L'internat, visitons-le ensemble. En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras.